Tous les gens qui ont été à la Massey ont été des gens libres, profondément libres. C'est un endroit où en fait on peut y faire la lecture du monde. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que moi ça fait partie de mon existence, de mes meilleurs souvenirs de jeunesse. Parfois échanger un petit peu avec les personnes qui ne comprenaient pas pourquoi c'était dans cet état-là. Il y a eu des gens à mourir sur le domaine. En voyant que c'était détruit alors que ça pouvait être protégé. Ils étaient tous très très proches les uns des autres. Tous les gens des alentours travaillaient là. C'était immense. On avait presque peur donc de se perdre. Ça laisse des traces. C'est un message, quoi. C'était une grande famille, la Massey. Il était une fois une chapelle aux paupières closes. Un château décrépit. Un parc retourné au sauvage. Mais j'ai été très impressionnée par le degré de dégradation. J'avais l'impression que le château avait été agressé sauvagement et qu'il emportait les marques et les blessures. Dans toutes les boiseries qui étaient éventrées, et dans les plafonds qui tombaient, dans le sol qui était couvert de gravats. Beaucoup de jeunes qui grimpent sur les toits, qu'il faut rattraper. Ils s'en fichent, ils sont jeunes, ils dansent sur les toits et ils peignent. D'un coup, en fait, il y avait 2 heures d'embouteillage entre Bru et Pont-Réan. Et en fait, on a entendu le bruit toute la nuit. Et paraît-il, il y avait un endroit comme ça qui était un endroit de fête. C'était la Massey. Et à partir de là, je pense que j'ai pris conscience de son existence. Et ils viennent les jours de grand froid. Il y a des rêves qui ont eu 3 années très importantes, avec 15 000 personnes sur le site. Avec des voitures, des fourgons, des tentes et un gel à pierre fendre. Et des jeunes qui viennent juste danser et rêver là. Qui viennent redonner de la joie, de la poésie, de la musique dans des lieux oubliés. Mais la pierre a la mémoire longue. En 1448, une forteresse s'élève ici, austère et puissante, au cœur d'une Bretagne encore indépendante, partagée entre foires, champs et intrigues féodales. Bientôt, les guerres de la Ligue secouent la région. En 1593, Richelieu ordonne la destruction du château. En 1630, un nouveau château s'élève, plus élégant. Des nobles y résident et le temps passe. Les propriétaires se succèdent. En 1756, le duc d'Arambert en fait son havre. La famille Plaine-Lépine, propriétaire du domaine de la Massey depuis le début du XIXe siècle, était reconnue par son statut notable et son attachement à la terre. Ils entretenaient de beaux jardins à la française, perpétuant une tradition de gestion bourgeoise et respectée dans la région.
Mais c'est avec l'arrivée d'un personnage hors du commun que l'histoire du domaine va prendre un tournant décisif et marquer durablement la mémoire du domaine de la Massey. C'est une figure très importante, le docteur Évin. Au départ, il vient d'une famille pauvre, une famille nombreuse, qui occupe la ferme de Camru. Ça fait partie des 3 fermes qui appartiennent au château. Alors que ses parents peinent à joindre les 2 bouts, travaillent très dur et ont des relations difficiles. Ça s'inscrit dans une époque où on parle mal aux gens qui travaillent dur. Grâce au soutien du prêtre du village, il partit étudier à l'école vétérinaire d'Alfort, à Paris. Diplômé en 1877, il exerça d'abord à Saint-Malo, puis s'envola pour Buenos Aires. Il enseigna la médecine vétérinaire à l'Institut agronomique et vétérinaire de Santa Catalina, en Argentine, et dirigea un institut. Il devient un grand vétérinaire connu en Argentine, connu sur Paris. Une vie aisée, à l'abri du besoin. Et il rentra au pays en 1922. Et il se trouve que, par son notaire, il apprend que le château est en vente aux enchères. Et en fait, le docteur Évin va réussir à faire l'acquisition du château. C'est un vieil homme déjà, il a beaucoup travaillé, il a amassé une fortune colossale. Et à la barbe de la famille, pleine l'épine, il va rafler le château. Évidemment, c'est une revanche incroyable sur la vie, sur les gens de petites conditions. Et il se promet qu'il fera de ce domaine un lieu d'accueil, en fait, pour les vieilles personnes. Alors au départ, ça concerne les vétérinaires. Et puis, à l'aube de sa mort, il envisage d'élargir ce projet-là. En 1932, il fait don du domaine à l'Association centrale des vétérinaires. Il se retrousse les manches. Il entame des travaux sur le château, dans la volonté finalement de penser aux autres. Il met tout simplement du sens. Il y met son cœur. Il va mourir trop tôt pour concrétiser ce souhait-là. C'est pas insignifiant, quoi. Ça laisse des traces. C'est un message, quoi. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le domaine de la Massey connaît une période mouvementée. En 1939, l'armée britannique y installe une base, marquant le début de la présence militaire sur le site. L'année suivante, en 1940, le domaine est occupé par l'armée allemande, qui reste jusqu'en 1944. Cette succession d'occupations entraîne des dommages importants au château et à ses dépendances. Après la Seconde Guerre mondiale, dès 1944, le centre de la marine s'est installé à Pont-Réan, car les grands ports militaires comme Brest et Cherbourg avaient été détruits et ne pouvaient plus former les équipages. Je me suis engagé dans la marine à 17 ans et demi. Dès mon arrivée au centre de formation de Pont-Réan, il faisait beau temps, début mars 1948, la campagne, la verdure. J'ai eu l'impression d'arriver dans un camp de vacances. On commençait par nous apprendre la terminologie, bien sûr, la proue, la poupe, tout ça. On nous amenait dans des embarcations, dans les douves du château. Donc c'était, disons, un dégrossissage. On venait du civil, on ne connaissait rien de la vie militaire. Donc on a appris beaucoup de choses tout de même. C'était beaucoup moins strict que dans ma pension en secondaire. Encadré des hauts murs, nous étions séparés de la ville. On n'avait pas le droit de sortir. On devait manger en silence. Tandis qu'à Pont-Réan, on avait le droit de parler à table. Et nous avions quand même pas mal de temps de repos. Le soir en particulier, les samedis, les dimanches. On pouvait aller à Rennes, librement, assister aux séances de cinéma. Tout avait l'aspect, en fait, d'un camp de vacances. Après avoir accueilli des générations de jeunes engagés de la Marine nationale, le centre de formation maritime quitte le domaine en 1958. En 1960, le site est divisé. Une partie accueille une annexe du centre hospitalier régional de Rennes, tandis que la ville de Rennes y installe un centre aéré. Le domaine de la Massey, au départ,
C'est un hospice. Un hospice, c'est un lieu où les gens viennent se réfugier, qui accueille les plus démunis, les gens qui n'ont plus de toit, les filles des fermes qui sont jetées à la rue, qui sont répudiées parce qu'elles sont enceintes, par exemple, des petits vieux qui n'ont jamais eu de famille autre que l'hospice, où on accueille au départ des ménages qui n'ont pas d'argent, des gens un peu cabossés par la vie, des gens éventuellement qui ont des troubles mentaux, des gens qui souffrent d'alcoolisme. Il y avait tout un tissu humain, tout un fonctionnement assez autonome en fait sur le lieu. Chacun avait ses activités, il participait à la vie du lieu où il vivait. Les femmes surtout avaient énormément de perruches, il y avait des histoires d'amour entre certaines personnes. Chacun avait aussi des passions, hein. Il y avait des musiciens, il y a un qui jouait de l'harmonica, un autre qui jouait de la guitare. On ne parlait pas trop de l'école parce que là on était en vacances, c'était l'été, juillet-août. Donc on n'avait pas l'étiquette d'enseignant ou autre. On laissait libre aussi beaucoup d'enfants. On n'avait pas des activités aussi précises qu'aujourd'hui. S'il fallait faire des cabanes, si ça durait 2 heures, ça durait 2 heures. Les grands frères pouvaient venir ou les grandes sœurs. C'était ainsi. Et le centre aéré permettait justement de respirer et d'aller justement à la campagne. Qui ont expérimenté là une jeunesse merveilleuse. Quand ils en parlent aujourd'hui, c'était un espace d'initiation à la vie qui était fabuleux. Ils étaient en immersion totale dans la nature. Ce qui nous rassurait, c'était l'hôpital qui était à côté, c'était l'hospice, puisqu'il nous aidait aussi lorsqu'il y avait des petits bobos ou autres. Ça, donc, c'était important. On était bien accueillis et les enfants étaient d'ailleurs assez surpris parce que certains n'avaient pas connu non plus leur grand-père ou leur grand-mère. Et il y avait ce côté-là où 2 populations différentes se croisaient. Ces petits vieux, comme on disait, de l'hospice, on les voyait dehors et ils bougeaient eux-mêmes et ils se rapprochaient un peu de nous, du centre aéré, voilà, où il y avait beaucoup de vie. Il se passe autre chose entre les générations qui est très très intense. Ils sont mélangés. La vieillesse fait partie de la vie, la jeunesse aussi. Alors qu'aujourd'hui, ou depuis, on a eu tendance un peu à compartimenter tout ça et à dire les vieux d'un côté, la vieillesse, c'est la maladie mentale. Et tout ce qui pourrait paraître laid, on le cache. Là, à la Massé, on mélange tout. Tout le monde est ensemble. Et évidemment que les enfants ont besoin de la vieillesse pour comprendre la vie. Et bien sûr que les anciens ont besoin de voir les tout petits pour se sentir encore vivants. L'hôpital de la Massé a fermé définitivement en juin 2005, principalement pour des raisons économiques et dans le cadre d'une réorganisation du service public hospitalier. Cette fermeture a entraîné le transfert des résidents vers d'autres établissements, comme Pontchaillou ou l'Hôtel-Dieu. Pour certains résidents, quitter la Massé fut une déchirure silencieuse. Ils laissaient derrière eux un havre de paix et de souvenirs. Un lieu cher à leur cœur, dont la douceur et la beauté leur manqueraient à jamais. C'est un sujet très sensible. Les gens se sentent héritiers ou propriétaires du lieu, d'une certaine façon, parce qu'ils y sont nés presque, ou parce qu'ils y ont accompagné un proche en fin de vie. Le CHR, parce que ça a créé des emplois. Il y a eu environ 400 emplois, peut-être même plus, de personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années sur le domaine de la Massé. Donc ça a marqué l'histoire. Bien entendu, les agents qui travaillaient pour la ville de Rennes sur la Massé ont contesté ce départ du CHR. En fait, l'association des vétérinaires se dégageait à chaque fois d'une fonction au château. Et à un moment donné, ça n'a plus été possible. Tout le monde est parti. Le domaine est l'objet d'âpres discussions et de tractations et de négociations. Tout le monde se renvoie la balle, chacun essaie de bien faire, pressé par des habitants. La mairie de Guichin parlait d'une épine dans le pied, c'était un truc compliqué. Quoi qu'il en soit, il aurait nécessité des travaux de réhabilitation importants. Plus personne ne savait quoi faire de ce château, qui allait commencer à tomber en ruine, dont l'entretien coûtait cher et dont personne ne savait que faire. Donc il fallait trouver des réponses ailleurs.
Mais comment reconvertir le domaine? Ils n'allaient pas prendre le risque que ça parte vers un privé avec un projet qui n'aurait pas été en adéquation avec une volonté politique sur le territoire. Donc c'est un risque que le domaine soit privatisé alors que les habitants de Guichen de Pont-Réan avaient pris l'habitude de se promener dans le domaine de la Massée. Donc devant ce risque-là, on a aussi lancé un appel d'offres à des projets, mais rien de satisfaisant n'a été trouvé. Donc on a pris la décision en conseil municipal, après des débats un peu longs, de créer une ZAC d'habitation. Moi, j'étais pas du tout dans la même vision, donc j'ai eu différentes initiatives pour exprimer mon sentiment et dire que non, par rapport au lieu, il fallait bien regarder, il fallait être conscient de sa dimension, mais vraiment entière, quoi. En fait, c'est un don qui a été fait déjà à la base. Au fil du temps, la mémoire de ça s'est perdue. Et en fait, c'est un peu représentatif de plein de choses qui parfois ont disparu, en fait, ont été oubliées. Et on voit bien que ça a fait des dégâts. Compte tenu effectivement des deux périodes d'inondation que l'on a connues en l'an 2000 et aujourd'hui en l'an 2025, on a peut-être eu raison de transporter ou de déplacer l'urbanisation de Pont-Réan et le développement de Pont-Réan vers un secteur hors inondation. Je pense que ça me chagrine aussi de voir tous ces nouveaux bâtiments qui prennent le pas sur le paysage de ce qu'était la Massée avant. Au départ, ce n'était pas prévu être aussi dense, mais l'évolution des lois sur la densité donc, a conduit effectivement à une opération plutôt importante. La Salive a acheté tout l'ensemble, c'est-à-dire le château, tout aussi, mais pas avec l'intention de rénover le château. Ça ne faisait pas partie du projet. Lorsqu'on lance des idées sur des longues périodes et qu'on prend des décisions, on ne sait jamais si c'est parfait, mais c'était une solution. Hein. C'est l'avenir qui nous dira si on a eu raison ou tort de proposer une telle évolution au domaine de la Massée. Sur le plan humain, on avait besoin d'un lieu comme ça. En fait, c'est un lieu où il y avait déjà des messages qui étaient là depuis de nombreuses années. Et c'était tout de même un beau bâtiment qui, c'est vrai, ça remonte à 77 ans quand je l'ai vu, majestueux, dans un cadre de verdure, à proximité d'une grande ville. Ça me ferait vraiment mal au cœur de savoir qu'il soit abandonné. Je pense que je me suis toujours dit que ça allait être un lieu... Enfin, c'est un lieu qui va changer dans tous les cas. Je pense qu'il y a des bâtiments qui vont disparaître. Je pense qu'ils sont peut-être au-delà de pouvoir être sauvés. Et où nous, quand on vient là, on est dans une bulle en dehors du monde, quoi, en dehors de la société telle qu'elle est rythmée aujourd'hui. C'est difficile ici d'imaginer un avenir parce que le passé, il est partout ici. J'ai l'impression quand je vois le lieu où on est, je sais pas, j'imagine 30 000 usages, 30 000 personnes qui sont passées là et qui sont venues voir, tout simplement. C'est un enjeu majeur de redonner vie à ce lieu qui est chargé d'histoire et qui tient à cœur à beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai rejoint un domaine et que j'ai à cœur de pouvoir le rénover proprement, intelligemment et lui redonner vie d'ici 2-3 ans pour que demain on puisse avoir des résidents et un domaine qui vivent correctement. Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Je trouvais que c'était important de garder dans le domaine qui risque d'être, réapprivoisé, redoré, réhabillé autrement, esthétiquement. Aujourd'hui,
de manière très différente. Il faudrait pouvoir garder un coin du château, des endroits, des bâtiments, des coins de nature qu'on ne toucherait pas, qui seraient en fait des héritiers d'un temps passé, qui continueraient de vivre leur propre vie un petit peu loin de la domestication des humains. Les règles qu'on se fixait ici, c'était nos propres règles, c'était pas les règles de quelqu'un d'autre, et c'était en ça qu'on était libre, et c'est en ça que c'était un lieu de liberté, la Massaie. Peu importe qui vient, refait une opération sur ce bâtiment, et ça devient un lieu citoyen, disons, ce ne sera pas la même liberté. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'intéressent, et on veut que les gens qui viennent sur le site soient portés par cette histoire, et est une histoire avec ce lieu-là, soit une histoire ancienne, soit une histoire à écrire demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un lieu qu'on envisage comme un lieu ouvert, plein de promoteurs qui auraient fait un lieu fermé. On aurait mis des barrières tout autour du site et en faire une sorte d'espace privé. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que le lieu existe, c'est pas comme ça qu'il a existé avant, donc on n'a aucun intérêt à faire ça. L'idée, c'est quand même bien de faire le lien entre hier, aujourd'hui, demain, entre les objets du paysage qui constituent le patrimoine matériel et puis le patrimoine immatériel, les gens. Il va falloir ramener de la jeunesse, du sang neuf sur le lieu. Le bâtiment, il était là avant notre naissance, il sera là après notre mort. On est là avec nos petits pieds en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre passage et notre action soit juste une mise en valeur de ce qui existe et ce qui existait avant nous. Je ne pense pas qu'on aille vers un lieu de consommation. C'est ça qui est intéressant. On va vers un espace de concertation et de vivre ensemble encore. Donc on est quand même dans ce prolongement, je l'espère, autant que j'ai pu comprendre, ce prolongement de gens qui vivent ensemble, avec sans doute une partie qui sera dédiée au logement, qui sera sans doute plus rentable, et une autre partie qui sera un tiers-lieu, avec des gens de tous horizons et de tous les âges, pour continuer à exprimer artistiquement des choses en lien avec le lieu. Donc il est question peut-être d'un studio d'enregistrement, d'un auditorium, d'une galerie d'exposition, d'un endroit où on pourrait faire des ateliers d'écriture et continuer à écrire, à se raconter et à raconter le lieu. C'est très riche. Ce qu'il ne faudrait pas qu'on perde effectivement, c'est cette vocation d'humanité, de rassemblement et de liberté. Des gens visitent le château, des gens se renseignent, des gens se manifestent pour chacun intervenir, s'investir, s'impliquer, trouver sa place juste. C'est ça aujourd'hui qui se dessine. Quelle place imaginer pour chacun au service du domaine de la Massaie. Les lieux qui ne sont pas habités sont des lieux qui finissent par mourir. Donc il faut trouver un juste milieu entre les lieux qu'on doit laisser vivre leur vie, y compris vieillir et disparaître. Ça fait aussi partie, ça, de la vie des choses. Disparaître et se fondre de nouveau dans un territoire. Et puis la nécessité aussi de sauver des objets, des lieux, les tirer de l'oubli et leur trouver une nouvelle vocation pour vivre,
La Massey persiste à chuchoter dans ses bois l'histoire des gens qui l'ont fait vivre. Tout est là, depuis toujours, pour qui sait voir et entendre.